Merci. Alors, on va passer à présent à une autre forme d'état de conscience modifié avec la présentation de Justine Chevance, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute et qui travaille, hypnothérapeute aussi, qui est doctorante donc au laboratoire et qui travaille à l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de Besançon. Et donc, elle va nous parler de l'hypnothérapie en milieu carcéral, un paradoxe créatif entre enfermement et liberté. Oui, merci. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Alors, je vais partager mon diapo. On t'entend très bien, Justine. Super. Hop. Alors, le diapo ne fonctionne pas. Bon, est-ce que je laisse comme ça? Je recommence. Désolée, un petit problème technique. Ça marchait bien tout à l'heure. C'est bon pour nous, la Justine, hein, on le voit. Vous le voyez? Ouais. Ok. Alors, hop. Alors, donc je vais poursuivre dans la réflexion. Je trouve que finalement, il y a une belle continuité, même si ce n'était pas prévu comme ça. Mais Mais donc, merci c'était à... prévu comme ça, Justine, C'était ne nous prévu comme ça. sous-estime pas. En tout cas, merci à Gaëtan pour sa présentation. Et donc, la réflexion va se poursuivre avec aujourd'hui, du coup, une réflexion que je vais vous partager, donc qui s'intègre dans ma recherche doctorale sur l'utilisation de l'hypnose dans les soins des patients ayant un trouble de la personnalité psychopathique en milieu carcéral et qui est dirigée donc par le professeur Antoine Bioy et co-dirigée par le docteur Marion Perrault. Et donc, on va parler ensemble du contexte, de la relation et du corps, et donc de ce paradoxe créatif entre enfermement et liberté. Est-ce que ça change les diapos? Oui. Alors, penser la clinique carcérale, c'est avant tout parler d'une clinique de l'enfermement. L'enfermement qui a un impact certain sur le corps, les rythmes biologiques et sur toute la sensorialité. Il touche à la fois le corps et le psychisme. Donc, on va explorer dans un premier temps la sensorialité en milieu carcéral. Et puis, nous nous attarderons sur l'investissement fait par certains détenus de la prison comme d'une enveloppe de contention. Et puis, en dernier point, on explicitera la pertinence d'une prise en charge par l'hypnose dans ce contexte pour rétablir la sensorialité et les fonctions de contenance déjà défaillantes et mises à mal à nouveau par l'environnement carcéral et permettre l'expérience d'une forme de liberté carcérale. L'emprise sur les corps passe donc par la réduction des possibilités sensorielles. L'uniformité des lieux prive en effet le sujet des stimulations sensorielles nouvelles ou variées. La réduction du monde du sujet sera en outre actée par la réduction drastique de son champ de vision, la disparition de perspectives en détention, notamment avec la perte de contact avec la nature et la luminosité naturelle. Gonin, en 1991, dans son ouvrage « La santé incarcérée », écrit que dans les vieux bâtiments, surtout où le prisonnier ne voit rien, son champ de vision est constamment empêché, la vue s'éloigne, l'horizon se fait... La vue s'éloigne de l'horizon, et se fait basse. Pire, elle ne cesse de baisser. Les sensations olfactives sont également restreintes et pourtant elles sont très envahissantes en détention. Et elles deviendront les seules que le détenu connaîtra le temps que durera son enfermement. L'odorat en détention, toujours selon Gonin en 91, serait le premier sens à être inhibé
par justement l'omniprésence des odeurs qui sont tout à fait négatives la plupart du temps, l'odeur des nettoyants, des détergents, l'humidité, les moisissures, le tabac froid, les carences en hygiène et aussi l'odeur des autres détenus. Toutes ces odeurs semblent imprégnées, s'incruster dans les murs de la prison. Les sensations gustatives sont elles aussi peu variées et on pourrait avoir avec le temps une diminution gustative par l'effet d'habituation parce que finalement on ne va pas retrouver les 4 goûts fondamentaux dans les menus proposés dans les repas de la prison. Les sensations tactiles seront aussi cantonnées à un panel bien défini qui se limite à la fouille au corps, aux rares visites conjugales, familiales et aux objets de la cellule qui sont invariables. La sensation de toucher est donc associée à des stimulations désagréables la plupart du temps, alors même que le toucher est la souche fondatrice du rapport de l'homme au monde. En prison, les détenus ne souhaitent pas être touchés, n'apprécient plus du tout d'être touchés et surtout ne savent plus comment toucher l'autre. La sensation tactile venant d'un tiers en prison est perçue la plupart du temps comme une agression du corps qui est devenue dans ce milieu essentiel à protéger. Alors on voit en prison la majorité des sens, ils vont s'atrophier et donc il va y avoir une accélération de l'usure biologique et une fragilisation somatopsychique certaine dans cet espace. Toutefois, l'ouïe, l'audition, fait exception en raison du bruit omniprésent et Gonin explique dans son ouvrage que 47% des détenus finalement déclarent au bout d'1 an de détention être beaucoup plus sensibles au bruit parce que comme m'a dit un patient récemment, en prison on ne voit rien mais on entend tout. L'univers carcéral a une forte dimension sonore, les cliquetis des clés, les grilles qui claquent, le tambourinement des portes des détenus, les cris des personnes qui s'interpellent d'une fenêtre à une autre, la télé, la musique montée à fond. On ne peut pas échapper au bruit et finalement, c'est souvent un signal d'alerte. Quand il y a du bruit, c'est comme il y a toujours de la vie finalement. Quand il n'y a plus de bruit, c'est qu'il se passe quelque chose de grave en prison. La réduction des possibles en matière de sensations physiques se greffe sur la réduction de l'espace forcément disponible pour le sujet. Détenu, enfermé, incarcéré, reclus, tous ces termes renvoient à la situation spatiale de l'individu, comme l'explique Englebert en 2013. Être incarcéré, c'est donc subir une réduction de l'espace physique, de l'espace des possibles. La diminution de cet espace personnel exige en effet du sujet qu'il fasse le deuil d'une certaine intimité, qu'il apprenne à partager celle-ci avec une ou plusieurs personnes qu'on lui aura imposées. Ce partage de l'espace est donc souvent à rapporter à une promiscuité en milieu carcéral, quand parfois les détenus sont 3 à partager une cellule de 9 mètres carrés. Le sujet est enfermé dans une cellule semblable à toutes les autres, mais qui est un espace finalement mal délimité. Contrairement à l'image commune qu'on peut avoir d'une cellule, l'espace de la cellule n'est pas complètement clos. Chaque cellule est équipée d'un œilleton, permettant ainsi aux surveillants, mais aussi aux autres détenus, de regarder et de voir à l'intérieur de la cellule. À la base, pensée pour la surveillance et la sécurité, cet œilleton, cette réalité entraîne une porosité des espaces, des limites entre l'intime et le public. Englebert, toujours dans son ouvrage de 2013, écrit « En prison, tout est affaire de clé ». On perçoit déjà à travers ce rapport à l'espace la dépendance et une infantilisation que subit le sujet enfermé. Boisselin, en 2015, explique que chaque mouvement doit d'abord être demandé, puis autorisé. Il est encore scandé par le passage ou le blocage des portes, ou par l'interrogation d'un surveillant sur la destination visée, si bien que la personne est toujours située entre 2 grilles, entre 2 portes. Cette dépendance est encore renforcée par l'expérience d'une temporalité spécifique. L'expérience carcérale est également constituée par l'imposition d'une temporalité rigide contractée au sein de cet espace clos.
Chaque journée est rythmée par les ouvertures et les fermetures de portes. Ce rythme des jours se veut répétitif, protocolaire au sein de l'institution. Il touche tous les rythmes fondamentaux de l'être humain et surtout la rythmique subjective, ce qui est relevé du rythme propre, antérieur à l'enfermement, est perdu. D'ailleurs, on remarque souvent l'alternance sommeil-veille qui est perturbée chez les patients détenus. Les nuits sont très souvent traversées par un silence glacial, voire morbide, ou alors tout au contraire par des hurlements, des nuisances bestiales à certains moments. Les insomnies sont fréquentes chez les détenus et d'ailleurs la plupart semblent vivre la nuit et dormir le jour. Ce sont des personnes en décalage pour qui les repères temporels sont perturbés alors même que l'environnement est très ritualisé. Alors on peut se demander si finalement les signes de cette temporalité ne seraient pas rejetés par les détenus comme une manière pour eux d'échapper au temps qui passe. Parallèlement à ce temps de l'institution, s'impose aux détenus le temps de sa peine. Dès que la sentence est tombée, le détenu se représente une ligne du temps de son emprisonnement. Et finalement, comme l'écrit Boissenin en 2015, le temps se mesure pour un détenu au temps qu'il lui reste à faire. Cette temporalité carcérale, elle est connectée à la peine et au temps qu'il lui reste à faire en prison. Cette temporalité, elle est également connectée de façon imaginaire à la temporalité externe. Cunard, en 1997, cité par Englebert en 2013, écrit « Si le temps en prison est perçu comme problème, c'est parce qu'à l'extérieur, le monde change à un autre rythme. En effet, le temps qui s'écoule en prison est un temps comparé à un autre temps, une autre temporalité dans laquelle le sujet n'est plus, ces repères temporels, ces repères généraux ne pouvant se situer qu'avant son enfermement. Un temps dans lequel il est parfois impossible de se projeter également dans les situations de détention provisoire où seule la date d'entrée en détention est connue. La prison peut être comparable alors à un jour sans fin. Les jours se ressemblent tous, ritualisés, sans perspective de lendemain et donc sans perspective de changement. Ce contexte carcéral va exercer donc une réelle influence sur les détenus, à la fois dans leur corps mais aussi dans leur psychisme. Et comme dans d'autres cliniques où les sujets sont enfermés, on remarque en prison un amenuisement du moi-peau des sujets que l'on peut mettre en rapport avec tout ce qu'on a décrit avant, c'est-à-dire la diminution des relations, des expériences sensorielles et sensuelles. Il est évident que le corps enfermé est aussi contraint dans le sens de la perte des interactions, qui contribue à la création et au maintien d'un narcissisme d'enveloppe. La préservation de l'identité pose nécessairement question dès lors que l'atteinte que subit l'enveloppe physique va s'étendre à l'enveloppe psychique. Effectivement, le regard posé sur les détenus par les proches, par la société en général, l'identité du détenu, l'identité d'être détenu, peuvent porter atteinte aux assises narcissiques du sujet enfermé. Alors le sujet devient objet de surveillance et en promouvant l'objectalisation, l'enveloppe institutionnelle, l'enveloppe carcérale, favorise plutôt une contention des affects qu'elle n'offre un espace contenant qui permettrait leur élaboration. Cette fonction contention, normalement rapportée à un processus de défense du sujet, constituerait ici une modalité de l'enveloppe institution défavorable à la liaison des affects et des représentations. La contention, elle est quasiment physique dans ce lieu et ne permettrait pas de réguler les émotions pour les détenus et d'ailleurs favoriserait leur répression jusqu'à l'explosion. On le voit bien d'ailleurs en milieu carcéral, les détenus s'expriment la plupart du temps par le passage à l'acte, c'est-à-dire les bagarres, les tentatives de suicide, les scarifications ou encore les grèves de la faim, en tout cas la violence, les violences en tout genre.
l'expression et l'élaboration de ces émotions, elles restent difficiles à acquérir pour eux, mais difficiles dans ce contexte également, où règne encore la loi du silence et une forme d'injonction à se montrer solide. Alors on peut se questionner finalement sur le fait que la prison risque de faire courir le risque justement de conforter les aménagements défensifs qui ont pu conduire finalement ces sujets en ces lieux. Cette clinique carcérale, elle est avant tout une clinique des affects inachevés, comme l'explique Ciavaldini en 2005, et les sujets rencontrés sont passés à l'acte et passent à l'acte souvent en détention. Le terme d'agir renvoie communément à la notion de passage à l'acte. Le passage à l'acte s'adresse finalement à personne et n'attend aucune interprétation. Mais il y a un autre type d'agir qui a été conceptualisé par Ballier, qui est le recours à l'acte, qui sont le fait d'un pur économique traduisant l'enjeu exister ou ne pas exister. L'auteur, donc Ballier, en 2005, insiste sur le vide de représentation en cause dans cette forme d'agir et lie l'enjeu de l'existence et de la non-existence aux angoisses très archaïques décrites par Winnicott. Il s'agit par ce recours à l'agir finalement de l'ultime preuve d'existence face à une angoisse d'effondrement. Alors on peut envisager la fonction de contention de l'institution carcérale sous deux angles. Un premier qui consiste à considérer que la contrainte exercée sur les corps et donc d'une certaine manière sur le psychisme complique le passage à l'acte. L'institution, elle viendrait contenir d'une certaine manière malgré tout, mettre une certaine limite. D'ailleurs, certains détenus disent que la prison, ça les rassure aussi, justement par les murs, par cet effet de contention. Et une seconde perspective nous amène à envisager que cette fonction de contention, justement, est investie défensivement par les sujets incarcérés. Et nous pensons à certains détenus qui font des séjours réguliers et qui, finalement, pour qui l'institution viendrait faire rempart avec une réalité extérieure qui serait beaucoup trop confrontante. C'est intéressant de s'attarder sur la matérialisation que peut avoir cette fonction de contention des angoisses. En détention, il y a des filets disposés entre chaque étage, entre chaque passerelle pour empêcher une confrontation trop directe au vide. Les portes, elles sont épaisses, solides, gardées. Les fenêtres ont des barreaux. Finalement, on se dit que tout est un peu colmaté. L'étanchéité de cet espace carcéral pourrait participer à rassurer certains sujets et qui y retrouvent finalement matérialiser certaines de leurs modalités défensives. C'est ici que le cadre thérapeutique peut intervenir pour favoriser le déploiement des fonctions de contenance face à la tentation que peut exister de s'abandonner à la contention inhérente à ces lieux. Ces fonctions de contenance, favorisées par la thérapie, permettraient la transformation et pas seulement la simple contention des éléments. C'est tout l'intérêt de la prise en charge psychothérapeutique en milieu carcéral. Et on va le voir de l'introduction de l'hypnose dans notre clinique carcérale et donc de cette recherche doctorale. Finalement, on peut se demander si l'hypnose, au travers de l'hypnose, on ne permettrait pas aux détenus de rechercher une forme de liberté carcérale. Alors, Antoine Bioy, en 2007, propose de définir l'hypnose comme un mode de fonctionnement psychologique par lequel un sujet en relation avec un praticien fait l'expérience d'un champ de conscience élargi. Alors, l'hypnose, c'est donc un état de conscience modifié, la transhypnotie, mais c'est aussi une modalité relationnelle singulière. Zindel, en 2011, précise qu'il s'agit d'une relation hors du commun qui la rapproche de la relation symbiotique mère-bébé. Zindel encore explique qu'il s'agirait d'un vécu de sécurité et d'attention à l'autre, de retrouver ou de trouver le maternel archaïque dans la fusion inhérente à la transe. Cette relation est caractérisée par une connexion entre le thérapeute et son patient,
traduisant ainsi une présence à l'autre hors du commun. La présence thérapeutique, c'est le socle de la relation qui est essentiel à chaque rencontre et finalement qui pourrait être résumé comme simplement être là. C'est par la présence partagée que le patient et le thérapeute trouveront des éléments et les chemins thérapeutiques. Mais dans ce contexte d'enfermement qu'on a pu décrire, un autre mot semble bien définir l'hypnose, c'est la liberté. Et c'est Roustan en 2007 qui nous dit que finalement parler de liberté n'est qu'une autre manière de parler de l'hypnose ou de la définir. Elle ouvre des espaces pour le patient, mais aussi pour le thérapeute. Quoi de mieux parfois d'ouvrir une porte, une fenêtre pour respirer un instant, découvrir qu'il existe d'autres comportements, d'autres solutions et d'expérimenter un ailleurs. Notre cadre hypnotique a été créé du coup autour de l'audition et pensé afin d'amenuire les contraintes sonores pénitentiaires. Quelques expériences de transe ont pu être perturbées par le chaos auditif si spécifique au milieu carcéral. Et les patients sont constamment rappelés à leur situation de détenus face à ces bruits de prison. Donc, c'est finalement difficile d'expérimenter un ailleurs. Donc, face à ce constat et pour nous adapter à ce contexte, nous avons fait le pari que cette sensibilité auditive pourrait être utilisée et devenir le canal privilégié pour l'induction hypnotique. La musique est alors devenue pour nos patients le signal d'un événement et ainsi exprime un climat, une atmosphère favorisant la transe. La musique proposée au moment de l'induction et tout au long de la séance vient ajouter un autre bain sonore et donc une réorientation également de l'attention. Ce dispositif hypnotique repose sur 2 repères sonores, une musique, notre voix, créant une enveloppe sonore suffisamment sécurisante pour permettre d'expérimenter cet ailleurs. La voix a une fonction archaïque d'apaisement, elle enveloppe, contient, rassure et peut être reliée à la notion de bonne mère qui va bercer son enfant. Et finalement, on revient à l'idée de symbiose de Zindel et de cette relation mère-bébé. La voix est une composante du lien. Elle vient donc contribuer à la dimension de sécurité et de contenance du cadre proposé. La musique, elle est choisie par le patient ou par nous-mêmes, s'ils n'ont pas d'idée à ce moment-là, en référence à celui-ci, à son histoire, à un moment de vie. Son écoute éveille des émotions, des souvenirs, des images et connecte ainsi la personne à son espace intérieur. Des réactions corporelles et émotionnelles émergent, parfois un sourire sur un visage, souvent des larmes qui coulent sur leurs joues, mais toujours, le corps va se mettre en mouvement, en réaction automatique à la musique. Être relié à son ressenti corporel, à sa respiration, à son souffle, à ses propres besoins corporels, affectifs, intellectuels, voire spirituels à certains moments, à sa propre créativité, permet de libérer des ressources propres et de s'engager vers un chemin avec des comportements plus adaptés. Le thérapeute doit être créatif pour découvrir comment activer la créativité de son patient. Alors l'hypnose est une danse relationnelle, un jeu corporel entre le patient et le thérapeute. Nous invitons les patients à sentir à nouveau ce qu'ils peuvent éprouver dans leur corps, ce corps très souvent malmené, est le support de l'expression d'une souffrance. Tout au long de la vie, le corps a gardé la trace des blessures émotionnelles. Le soin et ce dispositif intervient comme une réponse en tentant de réintroduire du plaisir à ressentir dans ce contexte d'enfermement. Cette expérience du corps facilite la rencontre et la construction d'un lien avec le thérapeute et ainsi permet de devenir une expérience émotionnelle positive. À ces sensations s'associe forcément notre présence et ce corps à corps hypnotique qui vont constituer un objet contenant pour le patient. En guise de conclusion et pour terminer, la musique et la transe semblent alors permettre d'établir un espace-temps commun
et ainsi favoriser un espace transitionnel au sens de Winnicott, un espace qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, un espace de la relation. La transe musicale permet de stimuler l'imaginaire en faisant appel à la créativité qui est, selon Winnicott, pas la capacité à créer une œuvre, mais celle de vivre de façon créative une vie pleine de sens. C'est la vitalité, finalement, au service de la construction de soi-même, et cet espace co-construit avec le patient au plus juste de ses besoins permet, au travers de cette expérience commune, de développer sa relation aux autres et sa relation à soi. L'hypnose, dans un retour à l'archaïque, aux sensations primaires, aux sensations tout court en détention, au corporel, permet alors d'accéder à la subjectivité du patient. Au travers du corps et des ressentis, nous allons pouvoir travailler cette notion d'enveloppe avec le patient détenu, ressentir en soi afin de se sentir exister soi-même. Il s'agit alors pour les détenus de renouer avec un sentiment d'existence en créant une forme de bulle intime où ils s'autorisent à s'évader. Ainsi, au travers de ce dispositif et de ces prises en charge, il s'agit de rencontrer l'individu dans sa singularité et son histoire. Et s'évader, c'est pas s'évader au sens de fuir, mais au sens d'un voyage, un voyage hypnotique pour se ressourcer, ressentir, se ressentir exister au-delà des murs, de la sanction et de son identité de détenu. Je vous remercie. Merci Justine. On va donner la parole à Léonore Robieux. Oui, alors je vous remercie beaucoup, Justine, pour cette présentation de qualité et puis qui est assez éclairante. Vous nous avez proposé une vraie plongée dans la réalité carcérale et on en est très éloigné quand même pour beaucoup d'entre nous. Donc moi, ça m'a ancré dans un concept de réalité assez important, notamment avec la sensorialité que vous avez amenée dans votre présentation. On a fait cette plongée avec vous. Alors, il y a des questions. Moi, je voulais juste vous en poser une, et puis après, je vais laisser la parole parce que ça a sollicité beaucoup de questions dans les participants. Alors, moi, c'était plutôt sur... vous avez abordé la question de fonction de contenance du cadre thérapeutique. Et justement, alors, l'alliance thérapeutique, la relation de confiance, qui sont support des thérapies, hein, bien sûr, mais encore plus en hypnose, comment est-ce que on arrive à les préserver dans ce contexte? Je pense que c'est l'ambivalence que moi j'ai eue dans votre discours, c'est-à-dire la première piste où vous nous plongez dans cette sensorialité, dans ce contexte carcéral, et puis nous amener à demander à être contenant, à préserver effectivement ce cadre thérapeutique. Comment est-ce que... Alors, c'est peut-être un retour un peu sur votre expérience de clinicienne, là, pour le coup, hein, mais comment est-ce qu'on arrive à préserver ça? Ou à le construire, plutôt, d'ailleurs? Effectivement, c'est pas toujours simple, puisque l'unité de soins est à l'intérieur de la maison d'arrêt, mais le système de soins est indépendant du système judiciaire depuis 1994. Donc, finalement, c'est assez loin et en même temps pas si éloigné que ça. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup et on a la chance, en tout cas dans l'unité dans laquelle je travaille, d'avoir une unité qui ressemble vraiment à un hôpital. Et ça se joue aussi par le cadre qui leur est présenté, l'indépendance du soin par rapport au système judiciaire. Et puis, ça passe par des petites choses, mais notamment, on est tous en blouse hospitalière. Donc, il y a vraiment une différence entre les blancs soignants et les bleus de l'administration pénitentiaire. Donc, déjà, ça pose quand même deux rôles et deux espaces différents. Et puis, je dirais aussi, pour certaines personnes, on est aussi les seuls êtres humains extérieurs, entre guillemets, aux détenus et à l'administration pénitentiaire qui vont pouvoir rencontrer. Donc, on est investi de manière très intense, parfois. Et donc, ça amène quand même une certaine, je crois, pour qu'il y ait une très bonne relation, une malléabilité du cadre et une certaine souplesse, c'est-à-dire d'être parfois disponible
quand ils ont des mauvaises nouvelles, par exemple, des moments plus difficiles, pour être là justement. Et c'est cette disponibilité, je crois, enfin en tout cas de mon expérience, qui joue beaucoup avec ces patients finalement. Je vous remercie. Alors, je vais essayer de... Je sais pas, Florent, est-ce que j'ai le droit de poser les questions ou est-ce que c'est toi qui les fais? Comme tu veux. Vas-y. C'est moi qui fais. Vas-y. Alors, il y a une question qui vous a été posée notamment sur l'usage des produits psychotropes, type traitement, drogue, etc., en prison. Est-ce que, selon vous, ça correspondrait à une recherche de modification de conscience sans hypnose? Pour le coup, en tout cas, je Sans pense que c'est modification relationnelle, pardon, précise Madame Camputi. je pense que effectivement, c'est une recherche d'évasion. Alors, d'état de conscience modifié, je pense pas que ça soit aussi conscient, en tout cas. Mais par rapport à cette question du temps, et puis la recherche d'une anesthésie finalement émotionnelle, je pense souvent par les traitements qui sont parfois mal utilisés, pour la recherche d'un état second. Euh, je, je dirais que c'est pas un état de plaisir par la défense, comme ça peut être le cas dans certaines situations. En tout cas, là, c'est plutôt une recherche d'anesthésie, de ne plus vivre le moment pour pouvoir s'échapper à ce qui est difficile pour eux, parce qu'ils sont pas en capacité de faire autrement, la plupart, finalement. Merci pour cette réponse. Et alors, une autre question, parcours plutôt, on va dire les indications à l'hypnose en milieu carcéral, en vous questionnant sur la fréquence de rencontres qualitatives avec l'hypnose comme expérience de transe. Quelle est cette fréquence qui vous paraît la plus pertinente au regard des parcours des personnes? Il y a une deuxième question. Est-ce qu'il y a des freins au lâcher-prise chez les personnes nues, des leviers pour les aider? Vous avez répondu en partie dans votre présentation, mais sur le premier point, peut-être. L'hypnose est un frein, vraiment. Enfin, en tout cas, ça a été pas si simple parce qu'il est sujet, cet outil est sujet à beaucoup de représentations, notamment liées à l'hypnose du spectacle et donc à la manipulation. Et ça a pu être très difficile à certains moments de déconstruire. La musique, l'introduction de la musique avec l'hypnose a été un vrai levier parce que finalement, sans moi, ils ne peuvent pas écouter leur musique. C'est-à-dire, il y a un côté assez transgressif. Ils n'ont pas accès à toutes les bases de données de musique. Ils ne peuvent pas écouter comme ils veulent. Hein. Donc, finalement, il y a déjà une brèche qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire sans cette relation. Donc, ça a été un levier, c'est certain. Pour les indications, je dirais que j'utilise avec la plupart de mes patients en détention. Je suis pas trop favorable, en tout cas, aux personnes qui ont vraiment des pathologies de type psychose, plutôt parce que pour le coup, c'est moi qui ne me sens pas de travailler avec cet outil. Et puis, pour le coup, j'ai des patients qui sont épileptiques. Alors, c'est pas forcément une contre-indication, mais si je suis toujours dans l'appréhension que ça peut déclencher des crises, et donc ça complique la journée de tout le monde puisqu'il faut emmener ce détenu, cette personne à l'hôpital, et donc je le pratique pas pour éviter que ça soit très compliqué à gérer, puis parce que j'ai pas forcément envie de déclencher des crises. Mais sinon, ça a été le lâcher prise est très difficile pour eux. Mais Alors Justine, je crois que spécifiquement, en plus pour ton travail de thèse, tu as choisi une population en critères d'inclusion qui est autour des troubles de la personnalité psychopathique. Oui. Tu peux nous en dire juste deux mots? Alors oui, parce que finalement, c'est une population qu'on rencontre énormément en détention et dans la littérature,
les constats de psychothérapie sont pas très positifs, voire même auraient plutôt une influence négative, c'est-à-dire qu'ils pourraient renforcer à certains moments la manipulation, tout ce qui est de l'ordre des modalités relationnelles qui favorisent leur malveillance. En tout cas, ils sont représentés comme ça. L'image du psychopathe est celle souvent vue dans les films et les séries. La réalité est quand même bien différente. Et d'ailleurs, tu utilises, toi, le terme psychopathique ou antisocial, asocial, qui est quand même moins connoté et qui est plus DSM-5 d'ailleurs. Oui. Alors, j'utilise justement le terme de psychopathie, qui n'est plus dans le DSM ni la CIM-10. Ça provoque aussi. Alors, disons qu'on va tous penser que le labo, on a tous des... Alors, je ne sais pas si c'est une provoque, mais en tout cas, il y a, j'ai l'impression, un renouveau des études. Il y a à nouveau des études qui relancent avec ce terme de psychopathie. Parce que pour le coup, la définition de trouble de la personnalité antisociale ne correspondait pas tout à fait à la réalité des patients que je rencontre. Je m'y retrouvais plus dans la définition de la psychopathie, avec l'idée aussi et les travaux d'Englebert qui sont assez récents en 2013, où il explique justement, il éloigne la froideur émotionnelle pour justement expliquer leur histoire et pourquoi ils auraient pu se construire de cette manière, et que finalement ils n'ont pas de défaut d'empathie, mais c'est juste qu'ils n'en ont rien à faire en fait des autres. Donc ils parlent plutôt d'un trouble de la sympathie, et des petites choses comme ça, des petites nuances finalement me parlent plus dans la réalité. Et surtout de bien considérer leur histoire, et parce que c'est finalement des gens qui ont des passés vraiment très carencés, et donc avec l'histoire de l'hypnose et de la relation, de cette relation particulière, de cette forme de régression, je trouvais ça intéressant. Et l'idée de la thèse est partie d'une expérience clinique avec un patient détenu qui a ce trouble de la personnalité, qui a été plutôt encourageante et du coup qui m'a beaucoup interrogée et qui est à la naissance de ce projet. Très bien, ok, merci beaucoup.